up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Il y a quelque chose que j'aime particulièrement depuis que cette chaîne existe, donc bientôt 5 ans, c'est lorsque une personne vient à moi, généralement un cinéaste ou une cinéaste, et qu'il me dit j'ai fait ce film, ça m'intéresserait que vous le voyez, pardon, et on voit ensuite. Bon, JB Kebe fait partie de ces cinéastes-là. Il y a quelques mois, parce que nous aurions dû faire cet entretien l'année dernière, mais vous me connaissez, je suis tellement serein que que, je fais subir ma sérénité à mes futurs invités. En tout cas, il est venu avec un court-métrage qui s'appelle L'Avance, un court-métrage qui, fin novembre 2024, si je ne me trompe pas, a reçu le Grand Prix du court-métrage André S. Labarthe au Festival Entrevue Belfort. Voilà, c'est pas du bisounours, c'est quelque chose d'important, surtout André S. Labarthe et puis Belfort. Et puis, c'est un film qui est disponible sur MyCanal et qui est en lice, qui est prénommé pour les Césars du court-métrage de fiction de cette année. Et le film, je l'ai vu, je l'ai revu 3 fois et j'ai très envie d'en parler avec son auteur, qui plus est un cinéphile. Donc je crois qu'il a dû deviner la chanson du générique et il doit dire: «C'est bon, on est à la maison», comme ça. Comment allez-vous, JB? Ça va très bien et je tenais vraiment à vous remercier de prendre le temps de discuter avec moi. Rapidement, moi je connais votre chaîne depuis maintenant 2-3 ans et étant D'accord. donné que je suis cinéphile, comme vous l'avez rappelé, votre chaîne elle m'a vraiment permis justement d'un peu plus creuser, on va dire, dans une histoire de cinéma en prolongement justement de toutes les lectures que je peux avoir et des films que je peux avoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour un jeune cinéphile, on vit dans une époque qui certes peut être assez déconcertante avec le flux de contenu qu'on a autour de nous, mais lorsqu'on choisit justement assez bien ce qu'on regarde et ce qu'on lit, ben, on peut vraiment trouver en fait une forme de paradis. Et donc du coup, je suis très content de parler avec vous, parce que des discussions de 3 heures sur Chimino, sur Rio Bravo, sur tous ces films-là, enfin moi, c'est tout ce dont je rêve aujourd'hui et tout ce dont aussi j'admire dans des époques intérieures où on prenait le temps de discuter vraiment de films. Donc merci à vous encore une fois. Alors je ne sais pas, parce que j'ai 50 ans maintenant, je prends le temps, encore que, mais je me souviens, il y a quelques jours de cela, enfin quelques semaines de cela, nous avions fait une émission avec Emmanuel Burdeau. C'était le deuxième épisode de la saison 2 de notre émission, on y reviendra. On avait fait une émission autour de la critique de cinéma, comme d'habitude, mais avec des résonances d'aujourd'hui, comme d'habitude. Et il me disait son grand étonnement de retour de la part de certains et certains qui avaient vu cette émission de plus de 5h40. Non, je me trompe. Alors là, je suis complètement enfin, c'est dans cette émission qu'il a parlé d'une autre émission où nous avions fait des retours sur plein des critiques, des plateformes critiques sur Internet, etc. Et qui avait duré plus de 5h40. Il était très étonné que des gens continuent de s'intéresser à la critique de cinéma, qui est quand même une espèce de niche. Pourquoi je parle de ça? Ne vous inquiétez pas, je sais où je vais aller, parce que je sais que vous êtes très sensible à la critique de cinéma, et un cinéaste sensible à la critique de cinéma, alors là, j'ai envie de dire, c'est la fête. C'est la fête. Non, ce qui est intéressant, moi je pense, dans ma pratique et même dans mon envie de faire des films aujourd'hui, c'est que en 2025, lorsqu'on s'intéresse vraiment à l'histoire du cinéma, bah ça fait maintenant quand même plus de 130 ans que ça existe, et on va dire ça fait plus d'une centaine d'années que les industries aussi existent dans de nombreux pays dans le monde, donc beaucoup de choses ont été faites. Donc j'ai l'impression que lorsqu'on écrit, on est obligé de regarder en fait ce qu'il y a eu avant nous et essayer de voir comment on pourrait le réinterpréter sans forcément être dans un objectif radical de trouver des nouvelles formes, etc. Je pense qu'il faut aussi avoir une forme de naïveté en faisant des films. En tout cas, moi, c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel je suis lorsque j'écris. Et je dis ça aussi parce que je pense que la critique est vraiment indissociable de la création cinématographique. Et que je pense qu'aujourd'hui, ça doit vraiment être deux pôles qui communiquent vraiment ensemble, où la critique comme les cinéastes discutent vraiment dans le fond de film et de l'histoire du cinéma, parce que je pense que les deux domaines traversent une petite crise,
une petite crise, tout est relatif, ça dépend pour qui et ça dépend où aussi est-ce qu'on regarde. Et je pense qu'en fait c'est ultra important justement de pouvoir en discuter avec des gens qui travaillent aussi dans cette même industrie-là, mais qui ont un regard beaucoup plus reposé sur l'analyse, etc. pour essayer de voir en fait où est-ce qu'on emmène cet art dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de remettre au centre et j'espère si jamais je fais des films et que ça fonctionne, j'aimerais vraiment pouvoir collaborer avec des critiques, même faire des livres d'entretien, etc. Vraiment être dans une tradition en fait qui malheureusement s'est un peu perdue au cours des dernières années, dernières décennies. Moi, j'aimerais bien savoir, vu que vous connaissez un peu la chaîne, donc vous ne serez peut-être pas forcément surpris de la question que je vais vous poser, c'est la question liée à l'image marquante. Et moi, j'aimerais Mm. bien la connaître, votre image marquante. Est-ce que ce serait une image de cinéma ou une image plutôt de la photographie ou autre chose? Quelle serait votre image marquante? Alors moi, mon image marquante, elle est très très simple. En fait, c'est plusieurs images que je mélange en même temps, mais qui pour moi en font qu'une. C'est vraiment Clint Eastwood en fait. Clint Eastwood avec son cigare dans les films de Sergio Leone. Tout simplement parce que moi, mon père en fait est né dans les années 40, donc il est beaucoup plus âgé que moi. Et c'est quelqu'un aussi qui est très cinéphile, mais pas cinéphile intellectuel. Et je pense que vous savez très bien ce dont je suis en train de parler, c'est que les gens nés à cette époque-là aller au cinéma comme activité normale. C'est-à-dire que quand on avait du temps à perdre, on allait dans une salle de cinéma et on voyait des films. Et donc mon père est arrivé en France dans les années 60-70 et il est beaucoup allé en fait dans les cinémas parisiens qui montaient des films d'exploitation, donc Bruce Lee, la Blaxploitation, les Western Spaghetti, etc. Et en fait à la maison, chaque fois qu'il y avait un film de Clint Eastwood, c'était vraiment un silence d'église, personne ne parle et on regarde tous ce film-là. On regarde tous Il était une fois dans l'Ouest, on regarde tous Le Bon, la Brute et le Truand. Et donc pour moi, Clint Eastwood, c'est vraiment la première image qui me vient en tête et c'est aussi mon premier souvenir de cinéma. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment cet homme, enfin cet acteur-là qui, moi, je pense, a commencé en fait ma mémoire de cinéma. Alors, effectivement, il aurait dû jouer dans Il était une fois dans l'Ouest, mais je crois qu'il n'y joue pas dans Il était Ah une non, fois pas dans Il l'Ouest. était une fois dans l'Ouest, mais les films de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, c'est Charles Bronson, etc. Il aurait dû, c'était prévu. Vous connaissez la Il a dit légende, non. enfin, là, Ouais, il a dit il non. a dit non, il a dit non. Moi, ça m'intéresserait de savoir aussi, encore une fois de plus, parce que je suis assez curieux, est-ce que cette cinéphilie que vous avez en vous, voir des films, est-ce que très vite, d'emblée, je veux dire, quand vous étiez beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, est-ce que vous aviez cette possibilité de discuter des films avec des potes, ou enfin des copains, des copines, d'avoir des conversations juste après, ou c'est venu beaucoup plus tard? Non, c'est venu beaucoup plus tard et c'est venu en fait quand je suis rentré au lycée où j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui qui s'appelle Lucien et qui lui aussi était très cinéphile. Mais moi j'ai grandi dans le 20e arrondissement à Paris. Et à vrai dire, il n'y avait pas forcément des cinéphiles obsessionnels comme moi. Il y avait des gens qui aimaient beaucoup regarder des films et qui aimaient aller au cinéma. Tous les mercredis, avec mes camarades de classe, on allait voir des films. Et d'ailleurs, on allait voir des films au hasard. Ce qui fait que parfois, par exemple, moi, le souvenir le plus marquant, c'est qu'en 2014, on allait voir Most Violent Year de Shendor. Et ça n'a aucun sens parce que il n'y avait pas forcément beaucoup de promos à la télé, etc. Mais on s'est dit, l'affiche est cool, Oscar Isaac, ça a l'air d'être un film classique, enfin un film d'époque, donc allons-y ensemble. Et en fait, on sortait complètement émerveillé. Mais on n'en parlait pas vraiment. Alors que moi, quand je rentrais chez moi, c'était aussi le moment où ma mère m'avait acheté un ordinateur. Et en fait, je faisais que de surfer sur le web, et donc du coup de faire des recherches sur les films, etc. Et c'est vraiment, on va dire, un réflexe que j'ai commencé à avoir à peu près vers 2010-2011 jusqu'à, on va dire, mon entrée au lycée, où là, avec mes camarades de classe et précisément Lucien, on commençait vraiment à parler de films de façon théorique et même intellectuelle. Qu'est-ce que Taxi Driver veut dire? Qu'est-ce que les films classiques français des années 50 et des années 60, enfin en quoi le cinéma classique français des années 50 est différent de celui de la nouvelle vague. C'était des discussions qui étaient naïves, on savait pas forcément de quoi est-ce qu'on parlait, mais en tout cas on avait envie d'avoir des conversations vraiment poussées sur le cinéma. Donc ouais, c'était vraiment ce moment-là. Donc, l'avance, votre premier court-métrage, je rappelle qu'il est disponible sur MyCanal et d'ailleurs dans le descriptif,
de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de voir ce film. Alors, que raconte le film? On prend le synopsis qu'on trouve un peu partout sur Internet. Donc, Aliou, étudiant aux Beaux-Arts de Paris, en pleine ascension, vend une toile représentant sa mère décédée pour 3000 euros, je crois, à une collectionneuse de renom. Et en fait, il a peint cette toile en ayant comme modèle une photographie bel et bien réelle. Ouais, Où on voit, si je me trompe pas, sa mère, lui et sa sœur quand ils étaient enfants. Et donc, c'est la ça. livraison du tableau devient alors un long périple durant lequel il ressentira tout le poids de l'argent qu'il vient de gagner. Ça, c'est le synopsis qu'on trouve sur Ouais. Internet. On va essayer de le déconstruire un petit peu. Alors, souvent, on dit de quoi parle le film. Moi, j'ai l'impression que c'est un film pendant plus de 18 minutes qui, paradoxalement, murmure les choses, murmure les gestes de Aliou, qui d'ailleurs est remarquablement incarné par Saad Baldé, qui est vraiment un comédien que j'ai envie de suivre pour le coup. Mais il y a aussi des espèces de murmures dans votre mise en scène. Vous avez une manière euh, d'être assez friand de ce qu'on appelle les scènes. Ça veut dire que vous allez rester dans la continuité, non pas en queutant, mais soit en allant vers le personnage, donc en murmurant avec lui, ne serait-ce que par des espèces de zoom ou des travelling, des légers travelling avant. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la scène, il y a des espèces de murmures à l'intérieur de ce film qui, plus on avance, plus est violent quand même de par ce qu'il pourrait dire et de par ce qu'il pourrait subir aussi à Liu. Donc je sais pas l'idée de murmure, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai ressenti cela quand j'ai vu la première fois ce film. Oui, bah, c'est très bien vu. En fait, moi, lorsque j'ai écrit le film, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'être avec un personnage. Et d'ailleurs, même l'histoire, on va dire, générale du film, qui est un étudiant qui vend une peinture, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus au début. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement voir le trajet d'un individu qui est aux Beaux-Arts, qui rentre chez lui, qui est avec sa famille, et qui ensuite est transporté dans un milieu qui n'est pas forcément le sien. Et moi, en fait, j'ai écrit ce film lorsque j'étais aux Beaux-Arts. Et c'était aussi un moment de ma vie où ma cinéphilie avait pris, on va dire, une dimension un peu plus confidentielle. Et quand je dis confidentielle, c'est que moi j'étais vraiment biberonné, on va dire, à un cinéma populaire. Et lorsque je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai commencé à regarder des œuvres un peu plus radicales formellement. Donc c'est là que je suis tombé sur des films de Bresson, et même par exemple sur des films de Melville. J'avais regardé beaucoup de films de gangsters, mais j'étais pas forcément familier du cinéma de Melville. Et donc du coup, je trouvais ça vraiment intéressant, cette espèce de que ces metteurs en scène s'intéressent à des personnages, qu'on voit leur visage, qu'on les voit par exemple mettre des gants comme dans le samouraï. Vraiment, toutes ces choses-là, c'était des choses qui me fascinaient, que j'avais pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma américain. Et j'ai vraiment voulu écrire un film à mon niveau, à mon échelle, donc à un moment de ma vie où moi j'étais à peu près aussi confronté à ces expériences-là, d'être dans un établissement, on va dire, de renom, voir tous les jours des collectionneurs, des collectionneuses, en même temps aussi voir à quel point ils peuvent être séduits par nous, mais pas forcément comprendre la raison évidente pour laquelle aussi ils nous regardent, etc. Donc oui, il y avait vraiment la volonté en fait de rester avec ce personnage et de voir en fait comment lui euh, comment en fait quelle était son approche du monde extérieur en fait. Donc oui, Pourquoi vous avez besoin de cinéma pour raconter cette histoire? parce que moi j'ai la profonde conviction que c'est c'est l'art de notre époque encore aujourd'hui. Malgré le fait que les gens disent que c'est un art qui est mort, etc., je suis pas sûr. Je pense que ça a encore une vraie résonance politique et intellectuelle dans nos sociétés, en Occident en tout cas. Et que moi aussi, ayant grandi en France, le seul point de référence que j'avais en ce qui concerne ma culture, etc., c'était, on va dire, Abdelatif Kechiche, qui est l'un de mes cinéastes préférés. Et, euh, et que moi, en 2017, lorsque j'ai vu Make to My Love de Keshish, le Kanto Uno, j'ai dit à un de mes amis que c'était la première fois que je me sentais vraiment représenté dans le cinéma français. Et dans la mesure où le personnage de Shaheen, je me sentais, enfin, qui est un scénariste dans le sud de la France, qui est pas forcément à sa place au sein de sa famille, etc. Enfin, en fait, c'était mon histoire que j'ai vue pour la première fois. Et
ça a un peu été un espèce de turnover dans ma vie où je me suis dit qu'il y avait encore, que le cinéma pouvait encore procurer ce genre de sensation de liberté et surtout de représentation qui pour moi n'est pas du tout un sujet anecdotique. Je pense que la représentation est quelque chose de très important dans le Mmh. cinéma et que ça peut vraiment faire bouger les lignes politiquement. Le fait de se voir à l'écran, ça peut donner une espèce de confiance en soi, une espèce aussi, en fait, et aussi donner envie d'être optimiste, de croire en la vie, de croire en choses. C'est peut-être assez naïf, mais moi j'y croyais et j'y crois encore toujours. Et c'est pour ça que je voulais vraiment raconter cette histoire au cinéma, montrer qu'en fait ce genre de personnage existe, ce genre de personnage complexe existe, que eux aussi ont le droit d'être vus et le droit de se raconter au cinéma. Donc je pense qu'aujourd'hui le cinéma c'est encore la forme la plus importante dans nos sociétés comme je disais et que j'ai envie de participer à ce à ces nouveaux mouvements, à ces nouvelles personnes en fait qui font des films dans le monde entier et je pense qu'en France c'est d'autant plus important. Enfin maintenant ça fait à peu près 40-50 ans que les personnes, on va dire, d'origine africaine, subsaharienne sont présentes en France, et il y a très peu de films qui vraiment les représentent dans leur complexité. Il y en a eu, ce serait horrible de dire qu'il n'y en a pas eu, mais pas suffisamment. Donc du coup, pour moi, c'est important de raconter ces histoires-là. Mais ce serait horrible aussi de dire qu'il y en a suffisamment. Non, il n'y en a pas Mm. suffisamment et ça depuis un certain temps. Mm. C'est très intéressant ce que vous dites parce que, pour 2 choses. La première, c'est que moi, dans les années 90, quand je découvre comment je me suis disputé ma vie sexuelle de dépléchin, je pense que j'ai dû le dire 50 milliards de fois en 4 ans sur cette chaîne. Je ne me reconnais absolument pas, je ne m'identifie pas, auprès de ces personnages, pour plein de raisons, parce que tous, je vais le dire de manière assez basique, assez frontale, tous des blancs, d'une catégorie sociale très particulière, au niveau de la scolarité aussi. Donc mais il y a quelque chose quand même qui me force, qui me pousse à aller vers ce film, c'est la mise en scène de Desplechin pour le coup. Ouais, Et ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous sensibiliser? Et encore une fois, je ne parle pas en lien avec vos origines, hein. Je totalement. parle par rapport à la mise en scène. Voilà. Tota- Totalement. Et moi, j'ai une scène qui est aussi qui est frappante où là, j'ai beaucoup plus parlé de l'aspect, on va dire, identitaire que qu'on voit dans les films. Mais en fin de compte, c'est Mm. pas ce qui m'intéresse le plus. Et c'est pour ça aussi que je suis cinéphile. Parce que si je devais baser ma cinéphilie sur des personnages qui me ressemblaient, bah, je ferais vite le tour, en fait. Donc, du coup, c'est aussi important de trouver des choses chez tout le monde. Et je pense que c'est ça la beauté même du cinéma, c'est se mettre à la place d'autres personnages qui n'ont pas forcément les mêmes vies que nous, ni même les mêmes origines que nous, mais qui sont nourris par des sentiments et par des émotions qui sont communes. Enfin, ça, c'est la base des êtres humains. Et moi, quand j'étais en cinquième, je me rappelle, j'étais pas parti en vacances. C'était l'été, ma mère était au Mali, mes sœurs et mes frères étaient au Mali, etc. Et il était tard la nuit et je suis tombé sur Taxi Driver qui passait à la télé. Et à un moment, et c'était en plus une époque où j'étais très jeune et j'étais pas forcément bien dans ma peau et le cinéma c'était vraiment une ouverture sur le monde pour moi. C'était une façon de découvrir le monde. Et donc, du coup, je vois Taxi Driver et il y a cette scène où, en fait, c'est Travis Bickle, qui est interprété par Robert De Niro, qui regarde la télé et qui regarde un couple de noirs danser, etc. Et qui, lui, est seul chez lui, dans un chaos vraiment immense, etc. Et on sent en fait à quel point sa solitude, elle constitue toute sa personnalité. Et à quel point en fait c'est aussi difficile pour lui d'être seul et de voir à travers son écran des gens qui sont heureux, etc. Et je me suis dit, putain, c'est fou, c'est exactement la même chose qui est en train de m'arriver actuellement. Je suis en train de regarder des films, ça me rend... enfin, au contraire de Travis Bickle, moi j'étais content de les voir, mais c'était une époque où je me sentais vraiment seul et c'était que mon écran et mes films qui me permettaient un peu enfin, d'aller mieux. Et donc, du coup, c'est à travers cette mise en scène avec un très beau travelling aussi sur Robert De Niro, etc., qui m'avait vraiment marqué. Et encore une fois, pour rejoindre ce que vous disiez, je pense que la mise en scène et surtout, en fait, la mise en scène prend le dessus sur toute forme de... Enfin, prend le dessus sur tout rapport qu'on peut avoir avec un film. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Si un film met en scène un personnage qui me ressemble, qui a la même couleur de peau que moi, etc., mais qui est mal fait, ça m'intéresse pas vraiment. Mais par contre, qui est vraiment un geste de cinéma radical, etc., c'est vraiment ça, en fait, que je cherche. Donc, ouais.
Lorsque vous écrivez, lorsque vous inventez, Aliou et le fait qu'il doit livrer en plus de cela, c'est lui qui doit livrer sa toile auprès de cette collectionneuse, donc c'est lui qui doit encore faire ce travail de un peu particulier. Hem, Quand on lit le synopsis, il est un petit peu mensonger parce qu'on a cette impression qu'il va partir de son atelier pour aller ensuite chez elle. Il va se passer des choses en chemin, il va rencontrer des gens. Enfin, c'est pas forcément ça, hein. Mmh. Il va rencontrer certainement un ami, mais en fait, parce qu'il va chez lui. Enfin, et c'est là où je veux en venir, c'est que vous saviez dès le départ que Aliou ne va pas, comment dire, passer par plusieurs points pour aller ensuite chez cette collectionneuse, mais que finalement, il va renouer en fait avec sa famille avant d'aller voir cette collectionneuse, comme si le tableau lui disait de faire une halte chez la famille. Ouais, totalement. Moi, ce qui m'intéressait, vraiment aussi, c'était il y avait un peu une ambition, on va dire, de faire une fresque, mais c'est bizarre de dire ça parce que c'est un court métrage qui dure 18 minutes. Mais l'ambition, c'était vraiment, en fait, de faire une espèce de mettre en perspective tous les environnements qu'Aliou peut connaître dans sa vie. Et donc, dès le début du film, il y avait un passage, lorsqu'on a commencé à écrire avec mon co-scénariste, Amadou Mombatiam, c'était un peu, c'était obligé pour nous, un moment de passer à la maison, chez Aliou. Et en fait, on a écrit le film vraiment en partant de enfin, en se mettant à la place du personnage. On s'est dit, qu'est-ce qu'il ferait le jour où il vend justement cette peinture? Et bah, il irait voir sa famille parce qu'il va donner de l'argent à ses petites sœurs. C'était des choses assez simples de base, mais qu'ensuite on a vraiment voulu explorer de fil en aiguille en construisant des personnages tout aussi forts que lui et qui pourraient justement lui faire face, etc. Mais il y avait vraiment cette envie justement de croiser tous ces environnements-là. Et même par exemple la scène d'en bas, celle-ci elle est arrivée, la scène d'en bas avec son ami de son quartier, etc. Cette scène est arrivée un peu plus tard pour le coup, où justement on voulait aussi mettre, parce que j'avais remarqué en écrivant le film qu'il y avait quand même un ton assez sérieux, etc. Et c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire sur tout un film. Je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un peu des moments de comédie, etc. Et donc, on a aussi écrit ce dialogue-là, qui, sous couvert d'humour, a aussi quelque chose de plus profond lorsqu'on lui demande mais dis-moi qui t'es pour de vrai. Et lui, il dit je sais pas. Et justement, ça s'est fait aussi naturellement. Mais je pense que ça, c'est mon tempérament qui essaye quand même assez d'être drôle et malin, etc. Mais qui, en fin de compte, devient toujours un peu, on va dire, pas forcément sombre, mais en tout cas, je suis beaucoup dans la réflexion et le film en est vraiment le résultat, je trouve. Vous évoquiez Keshish et vous avez vu, j'imagine, Canton Douai. Oui, bien sûr. C'est intéressant Canton Douai parce que pendant plus de 2 heures, hem, bon, Keshish regarde une famille, une communauté, française d'origine, je crois tunisienne si je me trompe pas. Même il n'y a pas que des Tunisiens, mais en tout cas d'origine étrangère. Mais ça, c'est pas le moteur du film. Mmh, Il nous montre une famille dans le sud de mmh, la France. mmh, Et il y a un moment, le film, à la fin, lui dit: «Oui, mais je vais quand même te rappeler d'où tu viens, avec, l'hôpital, avec les flics, avec tout ça. mmh. Ça arrive, ça ne peut qu'arriver». C'est intéressant. C'est comme dans l'esquive, un moment à la fin de l'esquive et il y a Le contrôle. le contrôle de papier et là, ça renvoie directement, à ce que vous êtes vraiment aux yeux des autres. Le film que vous avez fait, à un moment, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant». C'est pas qu'il n'insiste pas, mais il avance, sans mauvais jeu de mots. Mmh, Et à la fin, il y a deux trois plans assez furtifs, finalement, qui lui disent: «Oui, mais je te rappelle d'où tu viens». mmh, Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce glissement. Voilà, cette espèce de glissement, ce truc très furtif. Et en même mmh, temps, je me dis, en hors champ, qu'il va continuer à avancer certainement, mais que de temps en temps, comme le quotidien, la réalité, pas le quotidien, pardon, la réalité, pardon, peut rappeler deux, trois choses. Et ça, ce glissement, si tenté, il était pensé. Je crois qu'il l'était pensé. Est-ce mmh. que, est-ce qu'il est venu dans le scénario ou il était là dès le début? Il est venu vraiment dans le scénario. Parce que à la base, lorsque j'avais commencé à imaginer le film et écrire les premières pistes du personnage, etc., je savais pas forcément comment imaginer cette scène de fin. Mais au scénario, on s'est dit qu'il fallait être beaucoup plus dans une
j'avais pas l'ambition de punir mon personnage, mais justement, ce que j'ai essayé aussi de creuser, je sais pas si c'est réussi, c'est qu'au début, lorsqu'on le voit, on voit un jeune homme qui a plutôt confiance en lui, qui sourit, qui croise les genoux lorsqu'il est dans l'atelier. Lorsqu'il arrive chez lui, il se fait beaucoup plus petit, il est entre ses deux parents, il sait pas forcément comment parler, il y a son oncle qui est dans sa chambre, donc toute cette confiance, elle commence à redescendre. Et la scène de fin, je me suis dit, ce serait intéressant de vraiment, 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 vraiment euh, mettre à néant justement ce semblant de confiance en lui qu'il a. Et c'était pas forcément pour le punir, mais c'était plus une forme de, en fait, le ramener à une forme de réalité, qui est que c'est difficile de trouver sa place, c'est difficile de savoir qui nous sommes. Et en particulier, ce personnage-là, je pense que c'est une question qui se pose tout au long du trajet. Pourquoi est-ce que moi, je vends cette peinture? Pourquoi c'est moi, en fait, pourquoi est-ce que moi, j'ai plus de chance que les mecs et les meufs de mon quartier, que les membres de ma famille? Je suis un artiste. En même temps, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas forcément. Et à la fin, c'est aussi quelqu'un qui vend juste une œuvre et qui est pas forcément considéré pour son fort intérieur à lui. On va capitaliser sur une œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents domaines aujourd'hui, et notamment dans la culture. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en scène. C'est qu'en fin de compte, t'es pas le seul, et il y en aura d'autres après. Et c'est pour ça que même, par exemple, le deuxième personnage noir qui arrive dans la soirée, et le regard très furtif qui se lance, etc., c'était vraiment aussi ce que j'avais envie de raconter. Donc ouais. D'ailleurs, ça m'a rappelé, je suis vraiment confus, hein, vraiment pour le coup, vraiment confus. Ça m'a rappelé Scary Movie, le Ouais. sketch de dans la soirée. Mais c'est marrant parce que C'est génial. j'adore ce film. Ah oui, mais moi, ça dit beaucoup de choses. Je suis désolé, mais je suis confus en plus. Je voyais, pour la première fois, je voyais la fin du film et je voyais Scary Movie. Je me disais, oh là là, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et dites-moi, vous êtes, je trouve que vous êtes très sensible euh, à laisser, euh, à laisser la caméra prendre le, comment dire, pas le pouls, mais envahir la pièce. C'est-à-dire le cut est un élément que vous utilisez de temps en temps, mais en fait, voilà, le film est à l'image de l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est le tableau. Je crois que c'est un travelling arrière ou un zoom arrière, je ne sais C'est plus. un Mais en fait, travelling arrière. c'est un travelling arrière. Mais là où je veux en dire, c'est que vous aimez bien quand la caméra envahit la pièce. Donc, ça Mm, installe une scène. Vous mm. êtes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois enfin, qu'on discute. Ce film, c'est le premier que j'ai vu. Mais j'ai l'impression que je sens que peut-être que vous allez aller vers ça, finalement. Ouais, totalement. Moi, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est vraiment le cinéma classique hollywoodien. Mm. Et notamment l'usage parfois exagéré du travelling, vraiment des caméras qui bougent, etc. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qui s'est un peu, je peux dire qu'il s'est un peu perdu, qui existe encore, mais qui est pas forcément une marque de fabrique chez les cinéastes. Et moi, je trouve que lorsque je fais un film, j'ai envie de montrer que je prends du plaisir à avoir une caméra entre les mains, que c'est un moyen pour moi de bouger, que la caméra puisse observer des choses, etc. Et ça vient vraiment de mon amour pour le cinéma classique, avec les gros plans à la grue, etc. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer, moi, dans ma carrière, si j'en ai une. Et c'est quelque chose que j'ai voulu aussi répliquer, enfin, copier dans ce court-métrage-là. C'était vraiment avoir une ambition, on va dire, formelle, classique. Donc, l'usage du travelling, voir un personnage déambuler, et ça vient aussi beaucoup des films de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï. Enfin, moi, c'est ce que je disais la dernière fois à un de mes amis, c'est que ce film, je peux le regarder sans les paroles, enfin, sans le son, et juste voir Alain Delon marcher. C'est ce qui m'intéresse le plus. Juste voir Alain Delon regarder une arme, regarder Alain Delon, être sur un pont, c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est vraiment un plaisir, on va dire, un peu fétichiste. Mais j'aime bien, en fait, j'aime beaucoup les acteurs. J'aime beaucoup voir les acteurs. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis venu vers le cinéma, comme je disais au tout début, bah, c'était Clint Eastwood, qui est un acteur qu'on a envie de regarder dans des décors qu'on a envie de regarder. Et c'est un peu cette chose-là que j'essaye de prolonger dans mon cinéma avec Sabot, que je trouve vraiment beau et très Ah oui, charismatique. ouais, ouais. Et voir en fait ce jeune homme être un personnage, être un être humain, vivre tout simplement. C'est un peu naïf, mais c'est ma façon c'est ma façon de faire et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire.
Ouais, mais ça a pas dû être facile quand même parce que ça vaut, la manière qu'il a de regarder parfois, ça vaut un travelling, hein. Donc Ouais. comment vous avez conjugué tout cela? Mais je le dis avec beaucoup de sérieux pour le coup, hein. Ouais, si, si, si. Bah, en fait, c'est drôle parce que je veux aussi beaucoup remercier quand même mon chef opérateur, Taradje Bangalter, qui, euh, qui a fait un travail aussi super parce que je pense que vu que c'était mon premier court-métrage, il y a plein d'erreurs que j'ai failli commettre qu'au final j'ai pas pu faire parce que j'avais un chef opérateur qui était plus expérimenté que moi et surtout qui réfléchissait le film, en tout cas les plans du film, en fonction de ce que le scénario disait. Je pense que ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une image, un cadre qui raconte quelque chose et pas uniquement aussi se faire plaisir. Et en fait, c'est un travail qu'on a fait à deux et notamment aussi avec Sabo qui a été très important, mais on n'a pas voulu en faire trop dans les moments où il fallait pas trop en faire. Et en même temps, il y a des moments qui nous permettaient de se faire un peu plaisir, de faire du travelling, etc. Mais parce que l'histoire le permettait. Par exemple, le premier plan du film où on voit la peinture avec les quatre personnages qui sont dans l'atelier en train de fumer, etc. On avait vraiment envie de présenter cette peinture-là comme quelque chose de d'imposant en fait, quelque chose de lourd. Et je pense que le travelling permettait justement ce Mmh. geste-là. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on a réfléchi le film. Et pareil pour Sabo, c'est qu'à la soirée, euh, le moment, par exemple, le moment où il est assis sur le fauteuil, enfin sur la chaise, et qu'il voit l'autre artiste venir dans la soirée et qu'il essaie de lui adresser quelques mots, je pense que juste en posant la caméra sur son visage, on comprend tous qu'il est en train de se dire actuellement. Et, euh, et donc je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de réfléchir le film. Et avec mon chef opérateur, on s'est vraiment vraiment battu pour pas être dans un truc trop esthétique non plus. Enfin moi, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque je lui ai dit que je voulais faire un film avec Tara Jack et mon chef op, je lui ai dit il faut qu'on fasse un film en scope, vraiment quelque chose d'ambitieux, etc. Il m'a dit pour cette histoire, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un film en scope. Et, et après avoir vu le film, je me suis dit, mais putain, il avait tellement raison. Et je pense que ouais, c'est vraiment notre collaboration, elle a vraiment fonctionné pour le coup sur ça. Quand vous écrivez votre scénario, hem, est-ce que, vous l'écrivez comme le monteur que vous allez être plus tard? Ou est-ce que, lors du montage, vous avez les rushs et vous essayez de voir ce que vous pouvez faire? En gros, est-ce que le montage était déjà là dans l'écriture de votre scénario? Non, 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 pas du tout. Et justement, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a été extrêmement important, je pense, même dans ma compréhension, on va dire, du cinéma, même si je suis pas sûr encore de comprendre ce qu'est vraiment le cinéma. Mais je savais pas que le montage était quelque chose d'aussi essentiel dans un film et à quel point il permettait aussi de raconter une histoire. Et par exemple, pour être tout à fait honnête avec vous, le scénario n'était pas aussi bon que le film. Je dis pas que le film est un chef-d'œuvre, etc., hein, mais le scénario était un peu bancal à certains niveaux, notamment la fin. La fin, on l'avait fini dans le scénario de façon très manichéenne. Il part de la soirée. On s'était dit, ah bah Avec c'est le comme ça. tableau? Ouais, Avec le non, sans, tableau? sans le tableau, mais il y a quand même le geste. Je n'ai pas envie de Ouais, faire partie de ce monde-là. Et en fait, oui. quand on est arrivé au montage, je me suis dit, mais c'est nul. J'ai pas envie de finir J'ai pas envie que ce soit une espèce de conte, en fait, où il y a une résolution, quelque chose d'assez enfantin pour le coup. Et en fait, en voyant les rushs avec mon monteur, Maxence, je lui ai dit, ce qui serait cool, ce serait qu'on finisse sur la peinture et non pas sur Aliou qui parte de la maison. Et en fait, on a essayé de trouver plusieurs solutions et on a coupé juste au moment où il était assis et il adresse ses derniers mots avec le second personnage qui est aussi dans la soirée et hop, travelling avant sur la peinture. Et je pense que je lui ai dit lorsqu'on est en salle de montage, bah ça y est, l'histoire elle est là en fait. On a raconté ce qu'on avait vraiment envie de raconter. Il y a pas besoin d'aller plus loin. C'est pas, on n'a pas envie de faire la morale. On n'a pas envie que ce soit un personnage aussi qui soit genre trop héroïque. On a juste envie de montrer un être humain qui fait partie de ce monde-là. Et c'était aussi être un peu plus pragmatique parce que je pense que, que si par exemple j'avais fait cette fin où il partait de la soirée, etc., ça aurait été très américain. Et c'est pas forcément ce qui, moi, m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est une des faiblesses que j'ai vues par la suite dans le scénario. Et qui d'ailleurs, maintenant, même lorsque j'essaie d'écrire des choses, etc., je comprends qu'en fait, il faut être plus dans la subtilité. Et ça, c'est grâce au montage. Donc, j'ai été vraiment, vraiment reconnaissant de cette partie et surtout de mon monteur. Et c'est une grande leçon de cinéma.
que j'ai appris justement à ce moment-là. Parce que si vous le laissez partir, c'est comme s'il partait avec le tableau, en fait. Au-delà de partir avec le tableau, moi, c'était comme en fait, déjà, c'était aussi émettre un peu un jugement envers le personnage. C'est: «Ah bah, écoutez, j'ai pas envie d'être avec vous. Moi, je suis bien tout seul et je vous laisse entre vous». Et je pense que ça fait trop de lui un personnage héroïque. Alors que et même un peu et oui, dans l'idée, partir avec la peinture, en fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment aussi de créer une atmosphère, on va dire, un peu carcérale. Et je vais m'expliquer. C'est que lorsque, par exemple, parce que je me rappelle au même moment, j'avais vu L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel. Et j'aime D'accord. beaucoup justement ces personnages dans une prison, avec des barreaux autour d'eux, qui s'adressent la parole. Et de façon peut-être inconsciente, j'y ai pas pensé directement, mais c'était vraiment un film qui m'avait marqué en tout cas. Lorsque je l'avais vu, c'était en début 2024, donc au moment où j'avais monté le film, que j'avais vu ce film-là. Et en fait, je me suis dit: «C'est drôle» parce qu'à la fin, si tu as les 2 personnages, les 2 artistes qui sont loin, on va dire, des gens de la soirée, de Marie la collectionneuse et cetera, et qui s'adressent quelques mots, ça fait un peu 2 gars en prison qui se demandent: «Pourquoi tu es là?» Tu vois? «Qu'est-ce que tu as fait? Quel crime tu as commis?» Et j'aimais beaucoup ce truc-là. Donc du coup, je pense que ça m'a aussi vachement influencé. Je rappelle l'avance donc de JB Kebe, c'est son premier court-métrage. Il est en lice, prénommé pour le César du court-métrage de fiction et surtout il est disponible sur MyCanal. Donc moi je vous invite vraiment fortement à aller voir ce film. Une dernière question pour le coup, j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur un autre projet. Est-ce que ça reste un court-métrage ou vous allez plutôt vous aventurer dans le long? Bah, pour l'instant, j'écris plusieurs choses en même temps et je vais voir, là où est-ce que mes opportunités mènent. Mais moi, j'ai vraiment un plaisir à écrire des films, même pas forcément des films que je vais réaliser, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas mal de choses, un long et plusieurs courts métrages sur le côté. Donc, on verra de quoi l'avenir est fait. Voilà, et on se tait, il faut jamais dire quoi que ce soit. Faut simplement dire: «Tout va bien se passer». Voilà, tout va bien. Merci J'espère. JB, c'était vraiment un plaisir et la porte est ouverte, vous revenez quand vous voulez, avec Ouais, plaisir. merci. Merci Histoire beaucoup. qu'on suive un peu, votre parcours, parce que je pense Merci que beaucoup. vous allez faire un bon parcours. Merci à vous. Merci. Générique. Surprise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me.